Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique de Gladiator 2 au cinéma le 13 novembre 2024 en France. Réalisé par Ridley Scott encore une fois, suite directe de Gladiator sorti en juin 2000, il y a 24 ans. Excite Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Bonjour Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington notamment. On va dans cette vidéo avec l'ami Greg vous faire une première partie sans spoil, vous donner un peu notre avis pour vous donner envie ou non d'aller voir le film, vous faire une première idée. Et puis ensuite, dans une partie plus longue avec spoil, on va aborder de très nombreux points. Voilà les amis, gloire et honneur à vous, installez-vous bien et c'est parti mon cher Greg, comment vas-tu ? AVC à toi, cher Kerr. Du coup... Ceux qui vont mourir pour toi te saluent, mon cher Greg. Oui, ceux qui vont mourir de l'AVC te saluent aussi. Eh bien, mon cher Kerr, c'est un film qui est, pour moi, un film assez moyen plus. Il y a des bons moments, notamment toute la première moitié, il y a pas mal de bonnes choses, il y a pas mal de points forts dont on va parler dans quelques instants, et il y a une deuxième moitié du film qui est beaucoup plus fragile, ou en tout cas beaucoup moins bien. Alors les points forts, pour les citer en premier, le premier c'est le casting. Il y a une palanquée de bons acteurs et d'acteurs qui jouent particulièrement bien. Évidemment, de quelqu'un qui remplace comme ça le rôle d'un empereur, comme Joaquin Phoenix avec Keane notamment, ou Queen comme certains le disent, on aurait pu se dire c'est chaud et tout, mais non, c'est un très bon acteur. Le truc aussi, c'est que on pourrait se dire Russell Crowe, est-ce que quelqu'un va réussir à avoir suffisamment d'ampleur d'épaule pour le remplacer? Oui, Mescal joue vraiment bien, il a sa propre voix. Je trouve que le casting est très solide. Il n'est certes pas aussi charismatique que Russell Crowe, mais je pense que c'est dû à notamment les points qui pêchent, c'est le scénario. C'est le jour et la nuit. Le scénario de Gladiator 1 est extrêmement bien cousu. C'est une balle, il va vraiment droit du début à la fin sur un scénario qui se veut le plus efficace possible et le meilleur possible. Là, on est sur quelque chose qui fait des détours parce qu'ils savent pas trop comment amener les choses, et puis à la fin c'est roue libre, c'est je lâche les mains, le volant tourne dans tous les sens, c'est pas grave, il faut que la voiture aille très vite. Donc il y a vraiment ce film, j'ai pas du tout envie d'en dire particulièrement du mal, parce que c'est Ridley Scott qui est le seul, peut-être aujourd'hui, un des seuls en tout cas, à faire encore du péplum. C'est un genre de film que nous n'avons quasiment plus... Alors celui qui va me dire Gods of Egypt, j'ai envie de dire c'est un troll, mais le truc c'est qu'il y a quasiment plus de films qui sont de cette ampleur-là. Il faut que ce soit des grands noms, il faut que ce soit un Ridley Scott qui a envie de faire ce genre de film pour qu'il y ait ça. Et j'ai envie de dire que pour ça, pour que ce genre de film continue d'exister, et le film est loin d'être, de mon point de vue, complètement mauvais, c'est vraiment dommage de ne pas l'aimer et de ne pas aller le voir au cinéma pour soutenir, et qu'on ait des films qui ne soient pas, alors certes c'est une suite, mais qui ne soient pas que des franchises. C'est aussi important que le film soit plébiscité pour ça. Maintenant, il est terriblement en dessous du premier. Alors ça se voit dans le scénario, ça s'en voit dans l'acteur principal, moins charismatique de Russell Crowe comme je le disais, mais aussi, mais aussi dans les musiques. Les musiques, c'est les thèmes du premier film, mais qui sont vus un petit peu rapidement, et c'est les meilleurs moments en fait de la BO. Kerr, qui est très sensible à ça, pourra peut-être vous en parler plus, mais je n'ai retenu aucun thème nouveau de cette BO. Et puis après, il y a une espèce d'obsession à faire des clins d'œil, des hommages au premier film qui sont souvent inutiles en fait. Donc voilà, ça fait un tout qui est un film sympa, qu'on a envie d'aller voir, c'est du grand spectacle cinéma, mais là où le premier film était un film de grand spectacle et en étant un très grand film tout court, là c'est plus le cas, c'est du très grand spectacle et il est vraiment là que pour nous divertir et c'est tout. Et après on va avancer sur d'autres thématiques dans une deuxième partie de la vidéo,
à la fois sur la partie spoil, mais aussi c'est très intéressant, ce film, à mon avis, sera souvent étudié en école de cinéma dans les prochaines années, parce qu'il montre exactement ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années dans le cinéma, à plein d'égards, et on va en parler de ces évolutions avec Kerr. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Je vais être moins tendre que toi sur ce Gladiator 2. Alors déjà, le premier élément, c'est que tu fais le dur, mais t'es un tendre au grand cœur quand même. Oui, mais il y a un truc que tu as dit auquel j'adhère pas forcément sur le film, c'est de le soutenir parce que c'est un péplum, parce que c'est pas une franchise. Alors tu as dit que c'était une suite à juste titre, et c'est même une suite qui, à mon sens, est motivée pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que là, très clairement, Ridley Scott et Paramount l'ont fait, comme tu dis, pour les brosoufs, et pas pour autre chose. Donc c'est juste, à mon sens, très clairement un péplum, alors je vais le dire, te cache relativement moyen, qui en plus est très opportuniste, qui surfe sur la renommée et la réussite de Gladiator premier du nom. Il y a un point sur lequel je te rejoins complètement, et tout de suite je vais évacuer le truc, parce que si on passe notre temps à comparer, on ne s'en sortira pas. Gladiator 2 est en dessous de Gladiator 1 à tous les niveaux. Et à aucun moment, il ne rivalise avec le premier. Dans le positif, tu as cité le casting, je te rejoins complètement. Je trouve que Paul Mescal confirme, après le film After Sun, où je l'ai vu et où il était excellent, un registre complètement différent, mais il est très charismatique. J'ai trouvé que Pedro Pascal était excellent dans le film, alors qu'il a un rôle plus effacé, mais qui est un des seuls rôles dans le film qui est nuancé. Donc très bien, Pedro Pascal. J'étais étonné de le voir aussi charismatique. J'étais inquiet. Et en fait, pas du tout. Derrière, c'est vrai que Denzel Washington, alors là, pour le coup, est acclamé par tout le monde. Je suis assez étonné, parce que Denzel Washington joue bien, mais Denzel Washington est un excellent acteur. Donc la question n'est pas là. Mais il a un rôle qui... il est tellement exubérant, on dirait une rockstar, en fait, du XXe siècle. Et du coup, il fait très anachronique dans ce film-là. Les jumeaux empereurs, bah oui, c'est des bons acteurs, mais avec des personnages qui souffrent du scénario et qui sont très clichés, très dans l'exagération aussi. Je trouve que à côté de ça, bah, tu vois, Connie Nielsen est plus en retrait. Derek Jacobi, qui était déjà dans le premier, et alors lui est complètement en arrière-fond. Donc il y a plein le casting est bon, les acteurs sont bons, mais ils ne sont indéniablement pas aidés par la grande faiblesse du film, qui est son scénario. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris dans le film, et tu l'as évoqué, donc je vais revenir dessus quand même, parce que le fait que le film aille très très vite. Le film, un des éléments qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus gêné, c'est l'absence d'enrobage dans plein de scènes, le manque de transition, le manque de contextualisation, le fait que le film prête pas énormément de temps pour caler des dialogues, développer les personnages. C'est intrigue, combat, intrigue, boum, fin. Et ça va très très vite. Et Gladiator premier du nom ne faisait pas ça. Et du coup, travaillait bien ces personnages. On s'attachait à Maximus, on comprenait que la scène de baston qu'il allait y avoir dans l'arène allait, être folle, qu'elle avait un vrai enjeu dramatique. À aucun moment, le personnage de Paul Mescal, moi, je l'ai senti en danger dans l'arène. Ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, de Maximus. Donc... Et le film t'explique pas, donc je reviendrai après dans la partie sans spoil ce que je veux dire, mais vraiment il n'y a pas d'enrobage, et ça m'a dérangé. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un cahier des charges qui consistait à faire bon, intrigue politique, vite combat, intrigue, combat, allez on enchaîne. Ça, c'est un film qui, à mon sens, n'a pas pris assez son temps. Et quand on veut créer de l'émotion, quand on veut créer de l'attachement vis-à-vis des personnages, il faut prendre son temps. Et c'est un des gros problèmes de Gladiator 2. C'est que là, le film, tu l'as dit, c'est transformé en grand divertissement. C'est juste un film popcorn. On le voit, on est là, peinard. On peut utiliser une expression que je déteste, qui est on débranche son cerveau, on gobe le film, on ressort, on passe à autre chose.
Mais Gladiator premier du nom, c'était de l'émotion, c'était des scènes qui étaient très marquantes, c'était une musique qui te restait en tête, c'était voilà, et c'était un héros de film qui était extrêmement charismatique et marquant. Le personnage de Lucius, bah oui, enfin Paul Mescal l'incarne bien, va-t-il me marquer? Pas du tout. Donc c'est un vrai problème et le scénario est à mon sens très mauvais. Il est torché, il est facile, il y a des incohérences. Oui, il y a une dimension politique, beaucoup le soulignent, mais elle est bâclée. On est dans un scénario qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Donc ça, c'est dommage. Tu as parlé des hommages. Bah, en effet, il manque de subtilité, ils sont trop nombreux. Il y a rien, tu vois, dans ce film, il y a rien de culte. Par exemple, Gladiator promet du nom, et on l'a fait d'ailleurs dans la vidéo, on a sorti des répliques du film. Il y a énormément de répliques de Gladiator promet du nom qu'on a en tête, au point où dans celui-là, ils ressortent des répliques du premier. Est-ce qu'il y a une réplique de Gladiator 2 qui marche? Est-ce qu'il y en a une qui va vous marquer? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, ah, c'est bien écrit ça? Bah non. Et ça, c'est un vrai problème. Tu vois ce pain, traître, tu vas le prendre dans ta gueule. Si, il y a le fameux truc de la meilleure des vengeances, c'est de ne pas être au même niveau que celui qui vous fait un coup bas. Enfin, je sais plus l'expression, la réplique en elle-même, mais elle la revient bave souvent. du Cratal ne touchera pas la blanche colombe. C'est ça. C'est ça. Et le dernier élément que je veux aborder avec vous et qui m'a valu quelques remarques désobligeantes sur Twitter, c'est que je mettais que le film était peu spectaculaire. Et je le maintiens, le film peu spectaculaire ne veut pas dire pas spectaculaire. Le film est spectaculaire. Il y a en effet son lot de scènes qui envoient. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup moins marquantes. J'avais dit que je ne ferais pas la comparaison, mais le problème, c'est que tu es obligé. Beaucoup moins marquantes que les scènes de Gladiator. Et une des raisons, c'est un élément que toi, tu vas aborder après, qui est les effets visuels. Mais il y a d'autres éléments qui font que, pour diverses raisons, chacune de ces scènes vraiment spectaculaires a un truc qui fait qu'elle n'est pas pleinement aboutie. Soit d'un point de vue scénaristique, c'est what the fuck, soit, et un truc qui m'a beaucoup étonné, je pense par exemple à ce qu'on voit dans le trailer qui est la bataille navale, expéditif. Il y a des scènes qui sont expéditifs. Et ça, c'est un vrai problème. Prenez votre temps pour nous envoyer vraiment plein du spectacle plein la tronche. Prenez votre temps. Et la scène n'a pas obligé de durer 30 secondes, etc. Et le manque, encore une fois, je l'expliquerai pourquoi, d'enrobage, contextualiser. Faites-nous comprendre que la scène qu'on va voir, elle est dingue parce que il y a des enjeux qui sont ouf et que ça va être complètement waouh. Enfin, voilà, il manque des trucs comme ça. Il y a des plans qui sont chelous. Il y a plein de petits couacs dans ces scènes-là qui font que, oui, ok, c'est cool. Le trailer, en plus, vous a montré la bataille navale, vous a montré le rhinocéros. Ok, c'est cool. Mais ça va pas plus loin, pour moi, que un film popcorn, voilà, qu'on ingurgite et qui est, comme tu l'as dit, à des années-lumière du premier. Ça ne joue pas dans la même cour. Et je suis assez étonné de voir que le film plaît autant. Vous avez le droit de l'aimer, il n'y a aucun problème. Mais, je sais pas, est-ce que c'est le fait que nous, on a connu Gladiator au cinéma, tu vois, en T'es 2000? aigri. Non, je suis pas aigri du tout. Non, pas du tout. Il faut recontextualiser. C'est-à-dire, Gladiator premier du nom est un film que j'ai surkiffé au cinéma à l'époque. J'ai écouté la musique pendant des mois et des mois. C'est un de mes films coup de cœur. Ok, j'ai eu un attache fort pour le film. Mais ce film-là, tu vois, le 2, j'étais pas contre. Personne n'a demandé à Ridley Scott, s'il te plaît, fais une suite de Gladiator. Tu vois, personne. Comme personne a dit à Spielberg, s'il te plaît, fais une suite de la liste de Schindler, ou Cameron, s'il te plaît, fais Titanic 2. Personne. Ridley Scott a dit qu'il allait le faire. Ok, on a confiance en Ridley Scott, c'est un très bon réalisateur. Je me permets j'adore. de corriger. Il y a de très nombreuses personnes avec beaucoup d'insistance dans les studios de cinéma hollywoodiens qui ont dit Qui demande on veut Titanic 2. refaire du pognon, s'il te plaît, fais une suite. Et il a peut-être dit oui, mais vous me financez mon autre projet coup de cœur. Ce qui est souvent comme ça que les moi, choses se disent. j'ai une théorie sur Ridley, mais je le dirai après dans la vidéo. Mais le truc, c'est que nous, moi, toi, on lui a pas demandé de faire Gladiator 2, ça ne nous est pas venu à l'esprit. Il le fait. J'étais pas sceptique.
ok, t'es Ridley Scott, tu fais des très très bons films, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bons, mais voilà, tu as ce savoir-faire, montre-nous. Là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu essuyé les pieds sur son héritage. Ce Gladiator 2 n'est pas du tout digne du premier et de Ridley Scott. En fait, il faut juste se rappeler que Ridley Scott a fait de nombreux films. Souvent, je dis que Ridley Scott est un de mes réalisateurs préférés, mais j'oublie pas qu'il a fait Exodus. Là, ce Gladiator 2 est très proche de Exodus en termes de qualité et en termes de scénario. Des très bons acteurs, mais le scénario un peu bidon et un film réalisé un coup bien, un coup moyen. C'est une méforme, quoi. Il a déjà eu des méformes, Ridley Scott. Je pense que ça arrive. Il a fait tellement de chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire, moi je lui pardonne à 100%. Tu cites Exodus, mon cher Greg, tu as raison, il y a des films de Ridley Scott qui sont moins bons, mais là, je vais parler de ce qui motive Ridley Scott et de ce que fait Ridley Scott, à mon sens, qui ne va pas dans Gladiator 2. Je vais prendre un autre exemple de film qui, pour moi, dans sa filmo, est très loupé et récent, qui est Alien Covenant. Alien Covenant, j'ai détesté ce film. J'adore les aliens. J'adore ce qu'avait fait Ridley Scott sur Alien. Je comprends ce qu'il a essayé de faire sur Prometheus, même si je ne suis pas fan. Ce qu'il a fait sur Alien Covenant, je déteste. Par contre, il essaye quelque chose. Il prend des risques. Là, c'est très différent de Gladiator 2, où il ne prend pas de risques. Il est dans une facilité constante, d'abord parce qu'il s'appuie sur un scénario qui est très faible, je trouve, qui n'est pas le sien, mais bon, qu'il a validé forcément. Et là où dans Alien Covenant, il y a une prise de risque, là, pas du tout. Et c'est un petit peu à l'image, au final, d'un film qui n'est pas le sien, mais qu'il a produit et qu'il a poussé, qui est Alien Romulus. Alien Romulus est très différent d'Alien Covenant parce que c'est la facilité. C'est l'hommage au précédent Alien. C'est exactement ce qu'on peut imaginer d'un alien si on n'a pas trop d'imagination. Et Gladiator 2, c'est ça. C'est la facilité tout le temps. D'un point de vue scénaristique, c'est comme ça. D'un point de vue réalisation, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas de moment où tu dis waouh, parce que le scénario t'a bluffé, parce qu'ils viennent de t'envoyer une réplique que tu pourras ressortir dans 20 ans si tu refais une vidéo pour parler du Gladiator 3, tu vois, comme on l'a fait tout à l'heure. Il n'y a vraiment pas ça. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve. La facilité, et ce qui me fait penser que ce film-là n'a vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, pas d'autre objectif que de taper dans notre poche et sans nous donner en contrepartie un film qui va nous marquer. Tu vois, le côté artistique et pécunier, là, j'ai surtout l'impression qu'il y a pas que du pécunier, mais presque. C'est un grand spectacle, point barre, vite oubliable. Tu veux partir dans la partie avec spoil, mon cher, ou tu veux rajouter des trucs ? Et du coup, avant de passer dans la partie spoil, donc là on reste dans la partie non spoil, il y a un truc moi dont je voudrais parler avant d'aller vraiment sur la critique du film plus précisément, c'est de comparer un film de 2000 et un film de 2024. Et il y a un truc moi qui m'a marqué énormément quand je regardais Gladiator 2, c'est à quel point le film est souvent beaucoup plus moche que Gladiator 1. Alors, certes, on pourrait dire, et là ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment un cas d'école, comme j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est le même réalisateur, parce que c'est le même setup historique, on est à Rome, etc. Et au final, quand on a Russell Crowe qui affronte des tigres ou des prétoriens ou un Visigoth, etc., dans les scènes d'arène, c'est très crédible. On a vraiment des scènes où on a l'impression que les acteurs ou les personnages vont se faire lacérer la peau à n'importe quel instant. Et là, comme le disait Kerr, on n'y croit pas. On n'a pas l'impression que les personnages vont être vraiment en danger. Et ça, en fait, à mon avis, la faute est pour beaucoup aux effets spéciaux. On est dans une période où les effets spéciaux ont fait il y a des plans entiers où tout est numérique. Donc, il y a plusieurs scènes du Colisée où les choses qui vont attaquer, Mescla, en fait, sont des je veux pas vous spoiler, sont des éléments qui sont 100% en effet de synthèse, et une effet de synthèse que l'œil voit être de la synthèse. Et donc, du coup, quand on voit des trucs qui ont l'air complètement faux,
attaquer les personnages, ça a bien moins de valeur que de voir un Visigoth ou quelqu'un qui va donner un coup d'épée, qui va marquer la peau de Russell Crowe. Et en fait, on a vraiment le côté aujourd'hui. Ils disent non mais attends, on le fait en post-production, ça va marcher, etc. De mon point de vue, ça ne marche pas. Quand il y a un plan qui est truqué, aujourd'hui, on le voit souvent très très fort. Et je ne comprends pas parce qu'à l'époque, quand on était en 2000, 100% des plans de Gladiator 1 ne sont pas des plans sans trucage. Il y a des plans qui ont des trucages. Il y a beaucoup plus en proportion évidemment de plans qui ont des effets de plateau, des effets de technique de plateau, où ils se disent ah bah en fait le mieux c'est d'avoir effectivement un tir ou quelque chose comme ça dans le Colisée, et puis on va avoir des dompteurs et tout. Aujourd'hui ils disent oh là 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 là, c'est compliqué le dompteur, le tigre et tout, en plus c'est un peu dangereux machin, donc on fait autrement. Sauf que je trouve que pour un œil de spectateur de 2024 c'est extrêmement choquant, et du coup ça donne une mécanique de film où, juste très simplement, on met les deux films l'un côté de l'autre. Je trouve qu'un film de 2000 est beaucoup plus beau que ce film de 2024. Et je me faisais la réflexion avec Sleepy Hollow il n'y a pas très longtemps. Et en fait, Sleepy Hollow a beaucoup d'effets qui sont... il y a quelques-uns numériques, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont du pur tournage. Le film est beaucoup plus beau que des films actuels de la palanquée des séries ou des films qui sortent pour Halloween en ce moment. C'est extrêmement... moi, je trouve que c'est choquant parce que du coup, on a des films qui sont beaucoup plus crédibles il y a 10-20 ans qu'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommage, et de mettre parfois des centaines de millions de dollars du budget dans la post-production pour qu'au final l'effet soit tiède. J'espère que Hollywood va faire un retour en arrière, qu'il y aura une envie de revenir sur quelque chose de plus posé. Jason Bourne avait recréé vraiment, il y avait trop de trucs qui étaient, donc il y avait une grosse influence notamment des films hongkongais sur Hollywood, et donc les scènes d'action devenaient de plus en plus folles, les gens tombaient d'étage en étage, ils avaient pas une égratignure et tout. Jason Bourne est arrivé et les mecs et tout, ils se tuent avec des stylos, et d'un seul coup on est repassé dans une action beaucoup plus froide, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus réaliste, qui a marqué la décennie après Jason Bourne, et on se rend compte qu'aujourd'hui on est encore un peu en train de se décaler, mais qu'il y a une vraie influence de Jason Bourne. Et au final, j'ai l'impression que sur les films d'action, les films grands, vraiment comme un péplum, etc., on se permet trop de tomber dans les pièges de la post-production. Surtout qu'il y a des moments où il y a des plans avec de très grandes armées. Bah là, ça passe en fait. Les plans sont truqués. On le voit bien que c'est une réplication des personnages, etc., etc. Mais ça passe beaucoup mieux que quand c'est 15 minutes de scène où on va voir quelqu'un dans l'arène qui va affronter quelque chose qui est 100% fait en 3D. Je trouve ça moche. Et pour la petite anecdote, pendant que je sortais de l'avant-première, il y avait plein de personnes autour de moi et ils ne parlaient que de ça. Ils disaient, oh là là, mais tel trucage et tout, ça fait trop tiep. Et c'est vraiment marquant, je trouve, pour... alors la majorité des gens, j'ai pas de moyen de faire un sondage, mais en tout cas pour beaucoup de gens, et c'est vraiment particulièrement dommage que les films, et avec le temps, on ne soit pas allé vers un mieux, mais vers un moins bien, quoi. Pour le coup, là, de mon point de vue, c'est assez net. Tu veux réagir, mon cher Car, avant de passer à la partie spoil ? Eh ben, mon cher Greg, tu mets le doigt sur quelque chose auquel j'adhère complètement. C'est-à-dire que oui, visuellement, le film n'est pas à la hauteur de ce qu'était le premier. Il y a un vrai problème d'effet visuel dans Gladiator 2. Et je pense qu'en effet, tu l'as dit, c'est lié à l'industrie actuellement, c'est lié à l'investissement, à la volonté de peut-être de bien faire, de marquer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, moi, m'a sauté aux yeux dans le film. C'est l'impression que c'était fake. Et ça n'était pas le cas dans le premier. Et prenons la scène d'introduction qui est ambitieuse. Elle est ambitieuse. Elle a plein de choses qui sont très... qui est très positive dans la scène d'intro de Gladiator 2. Mais dans cette scène d'intro qui a de bonne volonté et de vraie qualité, il y a visuellement quelque chose qui fait trop fake, qui fait... qu'on n'y croit pas. Et c'est un vrai problème. On le retrouve après dans le film à de nombreuses reprises. C'est ce qui m'a sorti de plusieurs scènes où je me suis dit, mais attendez, c'est pas possible. Visuellement, là,
ils veulent nous faire croire que ça, c'est plausible, ou singes, rhinocéros, tout ça, au secours. Et donc, ce côté fake, moi, ne m'a pas lâché. Et c'est un vrai problème. On le voit dans la bande-annonce, on voit des requins, on voit le rhinocéros. Mais tout ça fait vraiment, vraiment pas réaliste. Et d'ailleurs, il y a des historiens qui se sont marrés, mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, même si c'est pas légitime d'un point de vue historique, on s'en fout. Mais que ce soit crédible visuellement. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que à côté de ça, tu vois, les combats sont plutôt réussis, les acteurs sont bons quand ils se battent, mais il y a ce côté-là côté fake qui, moi, m'a beaucoup gêné. Et j'ai une question, mon cher Greg. Est-ce qu'à un moment donné, comme dans le premier, tu as l'impression d'être dans le Colisée? Eh bien, jamais, mon cher Kerr, et c'est l'essence du problème, en fait. Et comme tu parlais de la scène d'ouverture, les deux films ont une scène de bataille en ouverture. J'ai l'impression que la scène qui a été faite il y a longtemps et que c'est normal qu'elle est vieillotte, c'est la scène de Gladiator 2. La scène qui paraît hyper moderne, vous pouvez regarder Gladiator 1 aujourd'hui, c'est la scène d'introduction du premier. Et donc c'est très étrange parce que... Et il y a un paradoxe. Il y a un double paradoxe, c'est que parce je pense qu'elle est que plus ambitieuse, celle de Gladiator 2. Si on regarde Gladiator 2 et qu'on regarde Gladiator 1 après, en 4K, la version qui a été renumérisée et tout, moi je pense que Gladiator 1, c'est legit de dire qu'il est plus moderne. Même dans sa réalisation, il est plus moderne. Les effets spéciaux, je pense que il n'y a aucun débat. Mais le truc, c'est que dans sa réalisation, il est beaucoup plus moderne. Et du coup, c'est très étrange parce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, Gladiator 2 aura l'air d'être un film hyper vieillot, là où Gladiator 1 continuera à être aussi propre, quoi. Mais du coup, passons à la partie spoil pour ne pas non plus faire tout un débat que sur la différence. Et il y a largement matière à, mais pour ne pas faire que le débat sur les films d'avant et les films d'aujourd'hui, est-ce que, mon cher Kerr, tu peux nous dire un petit peu plus qu'est-ce que tu as pensé? Et attention, hein, on va passer sur la partie spoil. Donc, soit vous en fichez, soit on vous revoit après le film. Alors, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu as pensé du scénario, qui est pour moi le plus gros point fort puis point faible du film? Kata, je trouve que le scénario n'est pas du tout à la hauteur. Je vais expliquer pourquoi. Tout à l'heure, je parlais, alors c'est lié au scénario, hein, de tout ce qui est problème de transition, d'enrobage, etc. On a donc Anno qui se bat, donc la bataille navale, l'attaque du port, etc. Ok. Déjà, la ville, maintenant qu'on peut le dire, elle est hyper fake. Mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que vraiment, elle est aussi crédible que dans 300, Naissance d'un empire, etc. Enfin, elle est hyper fake. Ok, passons ce côté-là visuel, on va pas revenir dessus. Anno, il tombe dans l'eau, déjà, il y a des incohérences partout. Je pense que si on les cite, on en a pour 3 jours. Mais il tombe dans l'eau, il se réveille après. Au bout de combien de temps la bataille est terminée? Donc il est resté dans l'eau combien de temps? Le mec est champion du monde d'apnée, en fait. Bah, ok, très bien. Il est là, il va voir le corps de sa femme, il est récupéré. Ensuite, il est mis en esclavage, envoyé dans une soute. Il n'y a pas un mot d'explication. Il n'y a pas un mot qui habille tout ça. C'est ça que j'appelle d'enrobage. Parce qu'en fait, ça va avoir un vrai poids après sur la suite du film. C'est que lorsqu'ils vont nous faire rentrer dans des scènes dans l'arène, à aucun moment, ils vont nous faire comprendre à quel point le Colisée est important, à quel point il joue sa vie, à quel point, là, la scène qu'il va jouer dans l'arène est dangereuse pour lui. Le truc d'affronter le champion absolu des 2 empereurs jumeaux, mais il affronte un champion, il le défonce alors qu'il est sur un rhinocéros. Et en plus, c'est le champion des empereurs et ça n'a aucune conséquence. Tu vois, il ne contextualisent pas le truc et en plus, une fois qu'ils ont tourné la scène et qu'ils nous ont montré tout ça, on a un débordement d'incohérence. Et ça, il y a une multiplicité d'exemples dans le film. Il balance son épée sur l'empereur, aucune conséquence. Il obéit, il désobéit, il ne tue pas Pedro Pascal, aucune conséquence. Enfin, vraiment, il y a un autre truc qui, moi, m'a sidéré, je pense que là-dessus, tu voudras en parler, c'est la motivation de ce personnage, Lucius. Sa mère vient. Il l'envoie bouler, il n'a qu'une seule idée en tête, tuer Pedro Pascal.
Pedro Pascal, il l'affronte. C'était vraiment le truc qu'il voulait faire depuis le début du film. Venger sa femme. Pedro Pascal, il l'a face à lui. Il commence à taper dessus comme un bourrin. Pedro Pascal, il est là. Non, Lucius, je te connais, puis je connais bien ton père aussi. Non, ne me tue pas. Boum. Ah, tu connais mon père? Bah viens, on est potes. Et puis il oublie complètement le côté vengeance. Et puis à la fin, il ne veut pas le tuer, etc. Il y a un énorme problème de cohérence dans le traitement des personnages, que ce soit lui, que ce soit d'autres personnages, tu vois. Il y a un moment donné, Anno, quand il se bat devant les deux empereurs là, dans la réception, il dit à l'esclave, ne leur donnons pas ce qu'ils veulent, ne versons pas le sang. 10 secondes après, il le détruit, le mec. Enfin, il y a plein de trucs où les personnages se contredisent, où le scénario nous prend pour des idiots, et c'est extrêmement dommage, parce qu'au final, t'y crois pas. Les deux empereurs, alors oui, historiquement, en effet, Caracalla a fait tuer son frère, etc. Ok, mais quand même, là, ils sont à la ramasse, les deux frères, là. Ils sont extrêmement clichés. Enfin, moi, le scénario, je l'ai trouvé indigne du premier, indigne de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans des grosses productions américaines qui sont bien écrites. Et il y en a une cette année, donc je vais la citer, c'est Dune. Voilà, on peut faire franchement mieux. Et je vais te donner un exemple avant que tu réagisses, mon cher Greg, sur à quel point le scénar est torché et se moque de tout, y compris du premier. C'est la scène finale. Donc dans l'arène, en 2 flèches, il tue 2 personnages du premier. Donc le personnage est interprété par Derek Jacobi, donc Gracchus, et il tue Lucilia. En 2 flèches, c'est terminé. Personne s'arrête dessus. La mère du héros, qui était donc la maîtresse du héros du premier, disparaît en 20 secondes. Ça ne dérange personne. Moi, ça m'a scié les pattes. Vraiment, ça m'a scié les pattes. T'en penses quoi, toi, du scénario de ce dernier point, notamment ? Alors, ton dernier point, je suis d'accord avec toi, mais d'une manière générale, en fait, ce que tu dis, c'est que ça me met pas assez d'emphase sur les moments d'émotion, et là, je suis entièrement d'accord. Je suis pas de ton avis sur la première moitié du film. Je trouve que la première moitié du film, il y a Anno, il y a sa femme qui est sur place. J'avais l'impression de partir sur ces Roms et j'avais pas besoin qu'on me réexplique qu'il allait devenir gladiator, ni esclave, ni homme libre, machin. Effectivement, il gagne du temps parce qu'on l'a déjà vu dans le premier. Moi, ça m'a pas dérangé. Il survit, il est dans l'eau, il survit. Bon, ok, c'est une version romancée d'Hollywood qu'on a déjà vue 10 fois. Pareil, je suis pas embêté. Moi, ce qui commence à me déranger, c'est plus le point, par exemple, que tu citais précédemment, qui était avec, Anno. Sa femme vient, sa maman vient, Lucilana, ou j'ai oublié son nom là, Lucilia. Et en fait, il dit qu'il en a rien à faire, puis il se passe en gros rien. Il la revoit et d'un seul coup, il est plein d'émotions. Il dit maman, ils m'ont tapé. Et au final, c'est un petit peu étrange parce que il s'est passé. Il n'y a pas eu de développement du personnage. Et alors, les discussions avec Ravi, que je trouve extrêmement bien, puisque heureusement qu'il y a ça dans le scénario en mécanique, parce que sinon, à nous, on ne saurait pas ce qu'il pense. Ravi, c'est ça, c'est incroyable. C'est logique. C'est les plus longs échanges du film. Mais c'est les meilleurs échanges du film aussi, mais en même temps parce que c'est plus travaillé. Et du coup, au final, heureusement qu'il y a ça. Mais alors, par contre, là où je pense que le film part en sucette, mais complet, alors déjà, le fait que ce soit le fils de Lucilla, mais aussi le fils caché de Maximus, qui reviennent et tout. Bon, là, on est sur le côté... on le savait avec le 1, ça. Hasard hollywoodien est incroyable. Quoi ? On le savait dans le 1 que c'était le fils caché de... Non, mais je veux dire que ce soit lui qui soit le mec qui, mais la qui ficelle sert, est énorme. et qui en plus il va dans une autre ville, il part quelque part en Afrique,
il se retrouve à revenir à Rome en gladiateur. Bon là, c'est quand même énorme. Et tu sais qu'il y a un truc sur ce point-là qui est cocasse, parce que on est d'accord que c'est un élément quand même du scénario qui est censé nous surprendre, qui a été construit pour ça, le fait que ce soit le fils caché de Maximus. Et ben il l'avait révélé lors de la promo. Donc c'est hyper étonnant. Ouais. Et du coup, bon, là déjà, et d'un seul coup, en fait, l'histoire part complètement en cacahuète. Moi, ça m'a donné vraiment l'impression de les scénaristes, en fait, ils arrivent plus à finir le film avec les embranchements, et du coup, en fait, ils font exprès que les embranchements se retournent pour les aider, quoi. C'est Macrinus. Il a l'air de prendre un peu le pouvoir à Rome. Bon, bah en fait, c'est lui qui va tuer un des empereurs et il va mettre la tête. C'est la manière dont tout est mené sur la fin. Soit ça va trop vite, soit c'est mal amené. Mais d'un seul coup, le gars, Macrinus, l'aide à tuer son frère. Il est OK avec ça. Caracalla, je crois qu'il s'appelle le deuxième empereur, là. Il met le singe en premier consul. Personne n'est choqué. Là, on est sur quand même des trucs. Alors, accessoirement, c'est des personnages historiques. Ils sont pas choqués parce qu'ils ont peur. Est-ce que c'est des vrais historiquement La réponse est il y a quelques points communs, mais c'est très vite fait. Et qui m'amènera à tout un autre sujet tout à l'heure. Mais le premier, c'était comme ça, Greg. Le commode n'est jamais mort dans l'arène. En fait, c'est dans un contexte où le premier, on s'adaptait avec l'histoire un petit peu comme on voulait. Mais là, derrière, il faut aussi qu'en tant que spectateur, on soit OK avec le fait que le mec qui est devenu le gladiateur le plus connu comme son père, c'est le fils illégitime, le prince de Rome et tout. Enfin là, on est quand même sur des grosses ficelles. Et alors, la fin du film, pour moi, où là, c'est fiasco total, c'est... alors, les gladiateurs font une révolte. Très bien. Il y a une légion qui vient affronter les prétoriens. Jusque-là, j'ai pas de souci. Mais Hanno réussit à s'échapper derrière Macrinus. Personne ne les embête. Macrinus va devant le front de ses armées pour parler à l'autre légion. Et il se prend pas une flèche, tout le monde s'en fiche, ok. Là, il y a Hanno / Lucius qui arrive, qui passe tous les prétors. Et ils sont tous les deux et ils vont se frapper. Et donc, en fait, la confrontation, puisque le but, là, c'est juste des scénaristes qui nous disent « Non, mais il nous faut une confrontation finale. » Mais la confrontation finale, Denzel Washington, il a 70 ans, en fait. Et il est en robe. Il est en robe. Il a 70 ans. C'est un vieil homme. Enfin, Hanno va frapper un vieil homme. Et Denzel Washington, même s'il fait plus jeune que 70 piges, ça se voit qu'il est quand même septagénaire. Enfin, ou sexagénaire en minimum, quoi. Et le truc, c'est que cette confrontation, je la trouve totalement anticlimatique. On voit que le Mescal fait exprès de faire des roulades pour faire comme si Denzel était pas un vieux bonhomme. Enfin, j'ai trouvé le truc du combat. Enfin, la réalité, c'est qu'il lui met un coup d'estoc, le mec, il est fini. Oui. Enfin, c'est un gars. C'est la faiblesse. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et les prétoriens, ils sont là pour défendre qui? Mais du coup, le gars qui est censé être leur boss, il n'y a pas une flèche qui est envoyée. Enfin, cette scène n'a plus aucun sens. Alors. Enfin, il y a des trucs qui manquent. Est-ce qu'il manque que les prétoriens ont l'info que c'est le prince de Rome? Des doutes s'installent. Ok. Dans Gladiator 1, ils avaient résolu ça. Quand Maximus affronte Marc Aurèle, il y a une solution. Il lui donne du poison. Et du coup, c'est pour ça, j'y arrive pas trop, mais je vais y arriver. Mais là, il n'y a rien. Le mec, il est au sommet de sa forme. Il va attaquer un papy. Et c'est ça la confrontation finale, l'apogée du film. Mais c'est nul en fait, c'est nul leur idée là. C'est nul leur idée, et j'ai envie de revenir sur plein de points que tu as cités. Ça a été annoncé dans le film puisque Mescal a dit qu'il allait donc faire chuter Denzel Washington. Il a dit, je cite, « Je vais taper du vieux ». Non, il n'a pas dit ça comme ça. Mais là où c'est extrêmement dommage, c'est que Denzel Washington, c'est en effet le boss final de Gladiator 2, qu'il doit y avoir donc une confrontation, sauf que comme dans de nombreux films américains ces dernières années, le boss final est beaucoup plus faible au final que
que le héros, parce que souvent le plus grand danger d'un film, c'est c'est une personne plus âgée et en plus qui domine de par soit son argent, soit son charisme, soit son intellect. Donc là, c'est un peu tout ça avec Denzel Washington. Et le truc, c'est que il y a une confrontation où toi, tu bugs sur l'âge de Denzel Washington. Mais moi, j'ai surtout bugué sur un... Parce que, tu vois, je suis beaucoup plus jeune que Denzel Washington. Je pense que je fais un combat contre Denzel Washington, il m'éclate. De Mais quelques années. De quelques années. Bon. Oui, mais le truc, c'est que là, je disais, il est en robe. Mais il est vraiment... Enfin, il est pas en robe, il est en toge. Mais le tissu l'aide absolument pas à se battre correctement. Et le truc, c'est que, comme dans tout ce genre de film américain cliché, eh ben, il n'empêche que le combat est déséquilibré parce que le boss final est bien plus fort que le héros. Et Denzel Washington, il met une raclée. C'est le moment dans le film, quasiment avec le combat avec le rhinocéros, où le héros est le plus en danger. Ça dure pas très longtemps, mais il est quand même mis en danger. Et là où je te parle d'enrobage, c'est que moi j'ai compris que si les armées n'avancent pas et s'ils peuvent discuter tranquillou, qu'il n'y a pas d'échange de coups d'épée, etc., c'est qu'à ce moment-là dans le film, ils sont au niveau du Rubicon et que le Rubicon, tu le franchis pas armé et enfin c'est pas possible historiquement. Et le truc, c'est que, enfin, c'est arrivé, hein, mais c'est tradition romaine. Le Rubicon, tu ne le franchis pas armé. Du coup, là, il y a ça. Mais quand je disais qu'il n'y a pas d'enrobage, c'est qu'il te l'explique même pas, quoi. T'es là, tu regardes deux armées, t'as Denzel Washington qui va à la rencontre de l'une, t'as Mescal qui arrive derrière, ça se fight. Alors après, le plan est très réussi, hein, des deux armées qui, avec le héros qui vraiment rassemble tout le monde, fait son speech qui complètement aseptisé et tout le monde dit youhou et puis c'est la fête au village. Ok, banquet d'Astérix, très bien. Mais pareil, enfin c'est cliché, c'est pas assez enrobé. Il y a un vrai problème dans tout ça. Et tu parlais vraiment plus tôt, et je veux revenir dessus, mais l'absence totale d'émotion. On est touché dans Gladiator premier du nom. Quand moi et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plein de mèmes, de vidéos rigolotes, de trucs comme ça avec le blé. Tu passes ta main comme ça parce que tu sais que c'est Maximus et que ça fait référence à sa terre natale et sa terre familiale, à sa famille et tout. Quand ses parents, sa femme et son fils sont tués, t'as la mort de Maximus qui te fout les poils. Enfin, et là, rien du tout. Je reparle de Lucilia. Elle meurt, elle était dans les deux films. On s'en fout, mais complètement. Sa femme meurt, c'était absolument téléphoné. C'était pas évident dans Gladiator premier du nom, la mort de sa famille. Hein. Et là, c'est hyper téléphoné. Enfin, il y a zéro émotion dans tout le film. C'est dingue, vraiment là-dessus. Et pourtant, Ridley Scott, il est capable de mettre de l'émotion dans ses films. Il est capable de te mettre des scènes qui vont être des scènes coup de poing. Regardez Cartel. Cartel, le film a été décrié pour des raisons que j'ignore, parce que moi j'adore ce film, mais il y a plein de moments où le film te met des coups de poing dans la tronche. Le dernier duel, excellent film. Le film te met des gros coups de poing tout le temps. Là, Gladiator, non. Il te fait passer un chouette moment. Si t'es pas trop exigeant, tu vas prendre ton pied de ouf. Si t'es un peu tatillon comme nous, etc., ou exigeant tout simplement, pas tatillon, exigeant, bah tu vas bugger sur certains points. Et puis, si tu te dis juste, bah non, moi je veux juste voir un rhinocéros dans une arène, je vais m'éclater très bien, mais ça n'ira pas plus loin. C'est un vrai gros problème. Ridley Scott nous a habitués à bien mieux. Et quand on a. Et c'est un point. Un point que je veux aborder, c'est pourquoi est-ce que Ridley Scott a fait ça? T'as une idée, toi, de pourquoi est-ce il est parti dans ce film-là? À part les dollars? C'est large comme question, mon cher Kerr. Mais moi, j'ai une théorie. En fait, j'ai l'impression que là, il a 87 ans, je ne dis pas de bêtises, Ridley Scott. J'ai l'impression qu'il s'en fiche complètement. Et les derniers films qu'il a fait, donc Napoléon... J'ai du mal à croire ce que tu dis. Bah attends, j'ai pas fini. Il a 87 ans. En fait, le truc, c'est que, à moins qu'il ait des dettes de ouf, pourquoi il se ferait... En fait, c'est l'inverse. Ça donne l'impression qu'il va faire des films qui vont lui être importants, faire la suite d'un de ses plus gros succès. Hein. Et c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Quoi. Mais regarde ses derniers projets. Napoléon.
se fait démonter par la critique. C'est un des rares films ces dernières années où les gens sont sortis en disant « Joaquin Phoenix, il est mal dirigé ». Ça arrive vraiment très très peu. Et remettons en perspective la carrière de Joaquin Phoenix. Alors il y a eu La nuit nous appartient, mais c'est vraiment, pour le grand public, c'est Gladiator qui a mis sous la lumière Joaquin Phoenix. Donc c'est Ridley Scott. Là, dans Napoléon, ça marche pas. Dans Alien Romulus, tout le monde lui reproche. Le film est très... On va dire c'est un film popcorn, même chose que Gladiator 2, mais qui tombe dans des facilités totales. J'ai l'impression que Ridley Scott, là... Alors, quand tu vois certaines de ses sorties, ok, il vieillit pas très bien, il vieillit tout simplement. Quand il s'en prend aux historiens qui ont critiqué Napoléon, c'était vraiment, vraiment dommageable. Là, bon, il vieillit, ok. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il s'en fiche. Là, il est comme si... je me demande même s'il part pas du principe que là, il peut dilapider, tu vois, son héritage artistique. Peu importe. Et ce Gladiator 2, là, me fait penser à ça. Parce qu'il n'est pas du tout à la hauteur de ce que Ridley Scott était capable de faire. Et de ce qu'il a déjà fait avec le premier. Bah, c'est un peu dur comme remarque. Il peut être aussi un peu moins sur le coup, j'ai envie de dire. C'est 87 ans, oui, on bien avait sûr. sa hargne. Moi, je serais très très content. Hein. Non, mais c'est bien sûr évidemment. qu'on le sent moins en train de chevaucher les armes de guerre romaine pour placer sa caméra à un endroit insolite. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, je pense que la base du problème du film, c'est son scénario. C'est le fait que, en gros, si tu regardes, Anno, c'est Maximus qui vit à peu près les mêmes histoires. Sa femme va mourir, il va devenir... il passe d'homme libre à gladiator. Il va espérer que c'est via le Colisée. En fait, le chemin du personnage est C'est quasiment le le même. même. Ouais. La seule chose, c'est que Anno, à la fin, il meurt pas et il va essayer de reconstruire le rêve de son grand-père, Grand Pépé, comme il l'appelle, avec autant d'amour. Du coup, le truc, c'est que c'est vraiment quand tu as un scénario qui est peu crédible, quand tu as des effets spéciaux qui sont peu crédibles, le film part super mal. Et pourtant, parce que c'est la licence Gladiator, parce que c'est la suite et tout, et pour aller vers les acteurs, moi j'ai trouvé que Mescal s'en tire vraiment très bien. Moi je l'avais jamais vu avant dans quoi que ce soit, ou en tout cas dans rien quoi que ce soit il m'avait marqué. Et là, non seulement au début il arrive, c'est un peu la brute, moi j'ai sacrifié du romain, et donc j'ai eu un peu peur. Et au final, plus ça avance, plus je trouve qu'il a sa propre voix, au sens propre et au sens figuré. Parce que non seulement je trouve qu'il sait, dans les échanges avec Ravi, montrer qu'il peut être assez intéressant, charismatique et tout, dans ses échanges en tant qu'acteur, et porter son personnage, notamment dans la scène de « Momo, ils m'ont fait du mal ». Et le truc, c'est que dans la remarque, il a sa voix. Moi, je tiens aussi à ajouter que donc j'ai vu le film en VO. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas eu besoin de regarder les sous-titres à chaque instant parce que je ne comprends pas l'acteur qui m'enchime comme ça et qui est comme ouais. Ah oui, je m'appelle Tom Hardy. Et donc en fait le truc c'est que vraiment en anglais, on avait fait un dossier, on avait fait une grande partie d'un dossier news en tout cas sur ça. Il y a eu des plaintes d'ingénieurs son sur le fait que de plus en plus la prise de son sur les plateaux était de moins en moins bonne, que les acteurs étaient de plus en plus dans un truc où il n'était plus discutable qu'un ingé son dise on ne comprend pas cette phrase, pouvais-tu la refaire? Les acteurs refusaient en permanence. Tom Hardy avait été nommé de nombreuses années d'affilée comme étant l'acteur le plus incompréhensible. Et là, franchement, dans tous ces films, grands spectacles, où c'est vrai que souvent on ne comprend pas tout ce que dit le personnage parce que juste la manière dont il le dit ou la prise de son faisait que c'était incompréhensible. Là, j'ai trouvé que c'était un problème qui n'existait pas sur Gladiator 2
Et principalement parce que Mescal, je le trouve extrêmement clair dans son propos. On sent une base d'acteurs sans doute très classique qui prend sur lui de déclamer ses phrases avec du jeu, mais aussi avec l'arté. Et je trouve ça extrêmement chouette. Voilà, petite remarque comme ça. Mais de pouvoir regarder un film sans se dire mais je n'ai rien entendu de ce qu'il a dit, c'est quand même un grand plaisir. Et dans Gladiator 2, c'est un plaisir qu'on ressent. Voilà, on ne peut pas dire. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des acteurs ? Ah oui, alors je ne parle même pas de Pedro Pascal depuis tout à l'heure. Pedro Pascal, super bien. Juste une toute petite remarque. Je pense qu'il faudrait qu'il aille voir l'équipe qui travaille avec Samuel L. Jackson. Parce qu'en fait, Pedro Pascal, comme Samuel L. Jackson, commence à additionner les rôles iconiques. Son rôle, beaucoup de ses rôles de ces dernières années, dans Game of Thrones, dans The Last of Us, etc., il est hyper iconique, il est hyper clippé sur les réseaux sociaux, et en fait, son visage commence à être un peu associé à des personnages. Alors c'est son visage, évidemment, il ne peut pas se le refaire complètement, mais Samuel L. Jackson trouve tout le temps... Faudrait qu'il porte un casque de temps en temps. Un casque ? Pourquoi ? Ouais. Non, c'est une blague avec Mandalorian. Ah, bien vu. Et en fait, le truc, c'est que... Mais tu vois, Mandalorian, il enlève le casque, il a les mêmes coiffures, la même barbe, tout est pareil. Samuel L. Jackson fait souvent un tout petit effort de cheveux, de barbe, de machin, etc., pour qu'il ait des styles qui soient légèrement différents et qui fassent que un personnage est un personnage. Et Pedro Pascal, là, c'est vraiment juste la même bouille qu'on voit partout. Ils lui ont fait la cicatrice là. C'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin parce qu'il y a vraiment des moments où je voyais Pedro Pascal plus que je ne voyais son personnage. Mais voilà, comme je disais, les acteurs, notamment avec Keane, etc., vraiment très chouette. Très surpris de la qualité du casting. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Car ? Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Mescal est très bien. Alors, c'est vrai que moi, j'avais découvert l'année dernière dans After Sun, qui était un des meilleurs films de l'année 2023, qui était un film indé où on suit un père et sa fille. C'était vraiment, il était vraiment excellent dans ce film-là. Mais là, il a un rôle très différent. Il est très crédible. Dès que le film commence, je me suis dit, ok, donc lui. Bon, il n'y avait pas de doute, il joue dans Gladiator 2, maintenant il va être connu du grand public, sa carrière va exploser, et c'était une évidence. C'est très bien, c'est un acteur qui mérite. Pedro Pascal, je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai vraiment trouvé excellent, et là où je disais qu'il y a de la nuance, c'est que moi vraiment j'ai trouvé Pedro Pascal survoler le reste du casting. Hein. C'est celui qui joue le mieux, je trouve. Et il a aussi, mais je pense il est aidé par son personnage, qui est un personnage, tu vois, qui joue, donc, qui est le seul élément qui est un peu piège. C'est-à-dire que au début du film, bon, il bute la femme de Mescal, tu dis, ok, lui, c'est le grand méchant du film, quoi. Et en fait, dès qu'il rentre, déjà, tu te rends compte qu'il est marié avec Lucilia, donc tu comprends qu'il va y avoir un couac. Et deux, tout de suite, il dit que en fait, ce qui s'est passé là-bas, il le regrette, qu'il subit la guerre, et du coup, c'est vachement intéressant parce que il a un argument énorme pour convaincre Mescal de ne pas le tuer, qui est de dire, je regrette ce que j'ai fait, j'étais soldat, j'obéissais aux ordres. Et en fait, Pedro Pascal le dit. Donc du coup, tu te dis, c'est une évidence c'est le seul argument qu'il peut utiliser pour convaincre Mescal. Et du coup, quand la scène arrive, le film, une nouvelle fois, et le scénario se prennent les pieds dans le tapis, oublie cet argument-là et sort un truc qui n'est pas du tout crédible, qui est juste de dire « Hey, j'ai mangé un kebab avec ton daron !» Et du coup, là, l'autre, oh, vas-y, raconte-moi comment il était et tout, c'est trop bien. Et puis, terminado, on oublie la vengeance. Il prenait la sauce samouraï. Ça marche pas. De quoi ? Il prenait la sauce samouraï, mon papa. Et non, mais ça marche pas. Mais par contre, ce qui marche très bien, il a qu'une envie, c'est de les triper. Et à la fin, il pleure sa mort. Ouais, mais ce qui marche très bien, c'est le passage juste avant avec Ravi. Vraiment, c'est le cœur du film, c'est les deux. Et où il lui dit, dans ma culture, quand on passe un pont, c'est quand on donne le pardon. Et l'autre qui lui dit, dans la mienne, c'est qu'on meurt.
Deux salles, deux ambiances. Et vraiment, cet échange avec Ravi, je le trouve cool. Et du coup, le fait que la scène d'après, ce soit du coup le combat et la mort de Marcus Acacius, aussi appelé Marc aux Acacias, eh bien, du coup, cette scène avec Ravi trouve plus de sens. Et je fais un petit hors-sujet là pendant qu'on parle du casting, parce que là j'y pense et je veux pas l'oublier après. Il faut vraiment arroser beaucoup l'été les acacias. C'est ça que le... Non, pas du tout. Non, okay, pas du tout. Excuse-moi, je suis vraiment complètement en dehors de la plaque, excuse-moi. Ouais. Les singes et les requins là dans le film, t'as pas bugué de ouf? Enfin, visuellement c'est une catastrophe. Alors les requins, les grands requins blancs sont aujourd'hui des espèces menacées. Oui. On ne sait pas si à l'époque il y en avait dans le port de Rome. Et ils allaient aussi vite, ils étaient aussi vénères, ils se baignaient tranquillou dans à peine 3 mètres 2 mètres de profondeur. Enfin, tout va bien, quoi. Non, mais ils font un peu fake. Ils font un peu fake, je te l'accorde. Par contre, les singes, pour le coup, je trouve, ne font pas fake. Les singes étaient assez réussis. Je me suis dit, mais quelle est cette espèce de singe venu de l'espace mais vraiment, si quelqu'un connaît cette espèce de singe, tu viens de dire qu'ils étaient pas fake et aller tu en dis vacances qu'ils sortent de l'espace. Ah non, mais parce que je n'ai jamais vu ça, sauf évidemment dans des films sur l'espace, mais je ne sais pas d'où sortent ces babouins, ces grands babouins enragés et tout. En plus, ils sont à la sarbacane, genre piou. Vas-y, il lui balance, tu sais, de la corne de rhinocéros là pour les énerver. Et non, mais c'est, les babouins, je les ai trouvés pas mal. J'ai vraiment trouvé pas mal. Mais par contre, c'est vrai que les requins, ils sont vraiment loupés. Alors, mais en fait, c'est le truc, c'est parlé. Comme il y a eu des tigres, ils essayent de monter. Il y a eu le rhinocéros et tout. Mais la scène avec le mec, tu sais, le Visigoth là, qui est le champion, avec, tu sais, le masque de lion et tout. Cette scène, elle est tellement plus forte que quand il affronte un rhinocéros à plusieurs. En fait, ce film est une grande promotion du premier. Il m'a que donné envie de revoir le premier. Je suis d'accord avec toi. Mais revenons sur les acteurs et Denzel Washington. Tout à l'heure, je disais, il fait très rockstar parce qu'il est exubérant dans tout le film. Il est bon, hein, Denzel Washington. Mais il fait très Gangs of New York, en fait. Parce qu'il y a plein de Denzel Washington différents. Mais là, on a l'impression d'avoir le Denzel Washington de Training Day, d'American Gangster. Non, c'est American Gangster. Mais et du coup, c'est vrai que c'est un peu chelou de voir ce type de jeu. Il a presque un accent new-yorkais des fois et tout en anglais. C'est très étrange. Alors que paradoxalement, s'il était plus calme, plus froid, mais en même temps très charismatique comme dans Equalizer, ça aurait fonctionné aussi, tu vois, une sorte de stratège à la Littlefinger, mais avec énormément de caractère qui en impose. Je pense que ça aurait vraiment marché. Rappelez-vous d'Oliver Reed dans le premier Gladiator, donc qui est décédé pendant le tournage. Qu'est-ce qu'il en imposait? Et dans la relation avec donc son gladiateur esclave, il en a posé tellement plus que là, Denzel Washington avec Paul Mescal. Et il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est que là, les avis sont dithyrambiques sur Gladiator 2, donc ça s'entend pas dans notre vidéo, mais globalement sur les réseaux sociaux, c'est dithyrambique. Et un des éléments qui sort, c'est Denzel Washington, quel rôle incroyable, il mérite l'Oscar. Mais pas du tout. Denzel Washington est un excellent acteur, très bien. Denzel Washington a eu dans sa carrière des rôles où il est incroyablement plus impressionnant que dans Gladiator 2. Rien, tu as cité Training Day, il y en a d'autres. Donc Denzel Washington, là, ce film, il est bon, il s'en sort, il n'y a pas de problème, mais il a un rôle qui est mal écrit, que je trouve très anachronique dans sa manière de l'incarner. Denzel Washington est bon, mais il n'est pas aidé par le rôle qu'il a. Et ça peut pas être un candidat à l'Oscar du meilleur acteur, ou même second rôle, c'est pas possible. Il y a eu pléthore de films cette année avec de très grandes prestations d'acteurs. On peut pas donner à un blockbuster popcorn des prétentions à avoir des prix comme ça. Ça me fait penser, moi, à Disney qui est en train de faire campagne pour que Ryan Reynolds et Hugh Jackman soient nommés aux Oscars.
Mais non merci, arrêtez. Ils jouent bien, ok, très bien, mais ils n'ont pas un grand rôle, ils n'ont pas des grands, des grands dialogues, il n'y a pas de justesse, de nuance, il n'y a pas de tout ça dans ces films-là. Et Denzel Washington est comme ça dans le film. Et il y a un autre élément, parce que ça concerne beaucoup Denzel Washington, et un des éléments qui m'a beaucoup surpris, qu'est-ce que tu penses, toi, de la brutalité du film qui a l'air très souvent gratos, hein. On décapite, on coupe la main, etc., etc. Ça, on l'avait pas de cette manière dans Gladiator 1. Écoute, moi je suis sur Paris, cette violence on la connaît, on la voit. Donc voilà, elle m'aime pas. N'importe quoi. Alors, autre acteur, toi, tu as parlé des frères jumeaux. Bon, j'ai déjà dit, moi, je trouvais que mais c'est pareil, c'est leur rôle qui font ils surjouent beaucoup, je trouve. Je trouve que Connie Nielsen est très, très effacée. Elle a un rôle très fade. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, non, vraiment, au Et niveau Keane, du casting, non, en mais dehors de Keane, Mescal qui et se fait Pedro Pascal, connaître sur Metallica, qui enchaîne avec des films, attention, faites pas de bruit, c'est derrière toi, j'ai oublié le nom, Zéro là, c'est sans un bruit zéro, et qui après fait ça, moi je trouve qu'il s'en tire très bien, hein. C'est un Joseph potentiel très bon acteur qui arrive non, mais sur la scène. c'est hein. évident. Mais même l'acteur qui joue Caracalla, il a fait des bons trucs à côté. Donc il n'y a pas de raison de ne pas croire. Tu vois, moi, j'avais vu dans White Caracalin, comme Lotus. certains l'appellent. De quoi? Caracalin, comme certains l'appellent. Ouais. Mais non, mais je pense que c'est surtout un casting qui est bon, mais qui n'est pas aidé par les personnages. Donc voilà. Et autre élément que tu as abordé tout à l'heure, mon cher Greg, et sur lequel j'ai pas réagi, mais je te rejoins complètement, c'est la musique. En fait, le 1, la BO signée Hans Zimmer avec le morceau chanté de Lisa Gerrard, et c'était magnifique. BO que j'ai écouté énormément de fois. Et encore, tu sais, dans le film, dans Gladiator 2, ce qui est très réussi dans la musique, comme tu as dit, c'est les morceaux qui sont repris du 1. Mais la musique de Gladiator 1, ça n'est pas que le thème qui revient plusieurs fois dans Gladiator 2 de l'arène. Il y a aussi la bataille donc en Germanie, etc. La musique est excellente. Et là, je te rejoins complètement. Gregson Williams, le compositeur de Gladiator 2, est pourtant un très bon compositeur. Mais là, il a fait le minimum syndical. C'est assez étonnant, je te rejoins, il n'y a pas du tout de morceaux qui m'ont marqué. Étonné aussi par ce point-là. C'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe du tout. Voilà. Tu veux rajouter des trucs sur le film, mon cher Greg ? Moi, j'aurais juste une petite mention finale. C'est en fait, il y a tellement de moments où on fait des critiques sur, par exemple, des films de super-héros et on dit ils ont saccagé l'adaptation des super-héros. On a fait des adaptations en livres. On nous dit mais ils nous ont saccagé les livres et tout. Et en fait, en regardant Gladiator 2, je me suis rappelé plutôt que en fait, Hollywood saccageait aussi l'histoire avec un grand H. Créer des personnages, il change le sens d'action de personnages historiques. Et en fait, c'est donc en gros toute adaptation en fait est soumise du coup à la vue d'un artiste qui décide de faire un peu comme il veut, quoi. Et c'est vrai que dans cette période où ça a été particulièrement vu et vécu de manière assez traumatisante pour pas mal de fans de beaucoup d'œuvres. Bah c'est vrai que là, en fait, on s'est dit moi, en tout cas, moi, je me suis dit c'est vrai, en fait, ils font ça tout le temps. C'est pas que les adaptations. Non, mais je te rejoins totalement. Et Ridley Scott est coutumier du fait. On l'a vu avec Napoléon. Il en joue même. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il a à y gagner. Mais en tout cas, voilà. Voilà, les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé, vous, de Gladiator 2. Si vous avez aimé, si vous avez été déçu. Le tout dans le respect. Bien évidemment, chacun a le droit de penser ce qu'il veut d'un film. Pas de souci. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Il y a plein de choses, vous verrez. Et on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et je rajoute en bonus que si vous voulez voir un très bon film, grandeur nature, péplum, tout ça,
de Ridley Scott, je vous conseille évidemment Gladiator 1, mais ça c'est une évidence. Mais Kingdom of Heaven, qui est un film qui est souvent oublié de sa filmo, parce qu'il a pas du tout bien marché à sa sortie, et qui est un très bon film, en tout cas un film que j'aime beaucoup. Je vous conseille de le voir. Voilà. Des bisous à tous, à très vite. Et qui est ciao, ciao. beaucoup plus épique que Gladiator 2, pour le coup. Parce que c'est un des trucs qu'on n'a pas dit dans la vidéo, mais je trouve que Gladiator 2 n'est pas épique, moi. T'es d'accord là-dessus ou... Tout à fait, ou trop peu. Le Oui, début, voilà, trop ça commence, et paf, il se prend un coup dans la tête. Et on vous dit tous des bisous, ciao, n'hésitez pas à regarder des bons films, et pourquoi pas, la chaîne, il y a plein d'autres vidéos dessus. À très vite, des bisous.